Prends 5 minutes pour agir. On a le pouvoir de faire en sorte que cette quantité de déchets ne se retrouve pas dans les océans ou à se détériorer dans la nature. Je vous remercie de m'accueillir ici en Corse et je remercie également mes partenaires Sunsail et Moorings de me permettre d'être ici. J'ai grandi sur l'île de Raiatea et en Nouvelle-Calédonie, alors j'avoue avoir une affection particulière pour les îles. Ces petits territoires magnifiques mais très fragiles. Dans 30 ans, j'aurai 47 ans. Et bon, certes, mentalement, je vais prendre un coup parce que j'aurai des rides et des cheveux blancs qui commenceront à apparaître, mais je devrais surtout faire face au manque d'eau potable, à la pénurie de pétrole, aux catastrophes météorologiques, et sans doute à la pire conséquence que cela engendrera, la mort de mes proches. J'ai du mal à me projeter dans l'avenir sans être un minimum angoissée. Et je pense que beaucoup de jeunes de ma génération ressentent la même chose. Parce qu'au final, quel avenir on aura? Un monde sans eau potable, sans biodiversité, voué à l'extinction d'ici la fin du siècle? Alors est-ce que nous allons tous accepter ça sans rien faire? Ou est-ce que nous allons relever le défi? Tenter de déjouer le scénario catastrophe. Avant ça, commençons par regarder où nous en sommes aujourd'hui. Tout d'abord, le réchauffement va plus vite que l'ensemble de nos prévisions. Je me rappelle quand j'avais 7 ans, avec ma famille, on était allés sur les glaciers de Patagonie au Chili. C'était magnifique. Mais aujourd'hui, à quoi ressemblent ces glaciers? Est-ce que si j'y retournais avec mon petit frère de 7 ans, je pourrais lui montrer ce magnifique paysage ou est-ce qu'il a fondu? Et ces plages de Polynésie où je jouais quand j'étais petite, est-ce qu'elles vont être ensevelies sous les déchets, submergées par la montée des eaux? Et vous, les paysages de votre enfance, à quoi ressemblent-ils aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez les montrer à vos enfants? Nos paysages d'enfance, empreints de souvenirs, se retrouvent enterrés sous les immeubles, les déchets, les autoroutes. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sujet ne mobilise pas tant que ça. Alors bien sûr, on en entend parler. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Pourquoi ne réagissons-nous pas? Au vu de l'ampleur des champs de bataille, j'ai fait le choix de vous parler d'écologie à travers cette question. Premièrement, notre inaction, ou notre faible action, est due selon moi au fait que bien souvent, nous avons du mal à prendre conscience de l'ampleur des dégâts. J'entends par là qu'il y a un écart considérable entre ce que nous apprenons à travers les informations, radio, télé, réseaux sociaux, et ce qui se passe vraiment. Alors là, vous devez vous dire, ah bah mince, parce que déjà, qu'aux infos, on entend qu'il y a un 7e continent entièrement constitué de déchets, que des tonnes d'espèces disparaissent, et que des millions de réfugiés climatiques arrivent, si en plus dans la vraie vie c'est pire, on est mal barré. Dans Mal renseigné, je veux dire que la plupart des informations concernant l'écologie nous sont données sous forme de chiffres bruts démesurément grands. Jamais vous n'entendrez à la radio « Engagez-vous dans une association environnementale proche de chez vous. Il y a plein d'actions concrètes à faire ensemble pour faire bouger les choses. » Au lieu de ça, nous avons le droit à des 70%, 4 milliards, 1,2. Or, quand bien même on serait doué en maths, notre cerveau a du mal à réagir aux chiffres. Il a besoin de situations réelles qui décrivent ce qui se passe derrière des mots comme réchauffement climatique. Parce qu'on nous dit, par exemple, plus 5 degrés. Bon, bah nous, on entend ça, on se dit, ok, on va faire tomber la veste et acheter une clim. Sauf que plus 5 degrés, ça s'est déjà produit dans l'histoire.
Et ça a provoqué l'extinction des dinosaures. Et quand on nous dit, par exemple, 20 milliards de tonnes de déchets, combien ça fait, ça? Qui peut s'en rendre compte? Alors, je vous rassure, c'est pas de notre faute. C'est juste que le cerveau humain a du mal à réagir à de tels chiffres et ne va pas être touché émotionnellement. À titre d'exemple, j'ai donc grandi dans les îles du Pacifique, plusieurs années sur un voilier, plusieurs mois dans un van. Alors forcément, quand je vais entendre des choses comme « plusieurs milliards de tonnes de déchets sont déversés chaque année dans les océans », ce ne sont pas des chiffres que je vois, ce sont des paysages. Je vois mes îles disparaître. Quand j'étais petite, avec mes amis, on jouait avec des bébés tortues. On a nagé avec des baleines, avec des requins, gentils. Une fois même en sortant de l'école, avec mes potes, on avait fait du golf avec des oursins. Bon, c'est pas cool pour les oursins, mais tout ça pour vous dire que c'est mon vécu qui fait que j'ai envie de préserver tout cet écosystème. Maintenant, quand je me mets à la place de quelqu'un qui a grandi en ville, qui n'a pas pu établir de lien avec la nature, je comprends que s'il entend que les océans sont ultra pollués, ça ne lui donne pas envie de pleurer. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un problème au niveau de l'information. C'est-à-dire que bien souvent, les médias nous balancent des chiffres, des données, qui ne vont pas toucher émotionnellement la population, et donc on n'aura pas cette profonde envie d'agir. Parce qu'on sera toujours plus touché quand c'est notre île qui disparaît sous les eaux, quand c'est la cabane qui abritait quand c'est la forêt qui abritait nos cabanes de gosses qui est en train de brûler. Mais les médias ne nous offrent qu'un spectacle. Et donc on assiste, passif, à la catastrophe. Mais cette catastrophe écologique, on ne va pas la vivre à travers la télévision ou les réseaux sociaux. Non, on va la vivre. Et ça a déjà commencé. Chaque année, il y a 7 fois plus de gens qui meurent de la pollution que du coronavirus. Et les problèmes écologiques ne sont pas des problèmes ponctuels. C'est un problème de civilisation. C'est notre façon de vivre qui ne va pas, notre rapport avec la Terre. Et c'est peut-être ça aussi qui paralyse. C'est que peut-être un peu inconsciemment, confusément, on se rend compte qu'il faut qu'on apprenne à vivre autrement. Tout ce que les médias valorisent vraiment, c'est le progrès, la croissance, la consommation. Mais quel étrange progrès qui nous amène droit dans le mur. Et on est tellement conditionné par ce modèle qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse vivre autrement. Un jour, je discutais d'écologie avec une amie, et donc bon, j'étais à fond dans mon truc, ouais, faut boycotter ci, faire des manifs pour dénoncer ça. Et puis au bout d'un moment, ma pote, elle me dit, ouais, t'as raison, mais bon, de toute façon, l'espèce humaine est foutue, donc c'est pas demain que ça changera. Puis tant pis pour les réfugiés climatiques, sans que moi ça va, je me fais pas de soucis. Sympa. Alors si mes parents avaient travaillé à CNews, je leur ai dit « Bienvenue dans l'équipe ». Ce qu'elle m'a dit m'a surtout fait réfléchir. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie de se rebeller? Pourquoi elle ne pense pas à son avenir, à sa famille? Notre modèle économique, pour ne pas s'effondrer, implique une croissance continue et illimitée. Autrement dit, nous devons produire et consommer sans répit pour que notre modèle économique survive. La raison de notre inaction, qui me semble la plus importante, est celle du conditionnement induit par le récit dans lequel nous vivons. Le récit, c'est comme l'air qu'on respire. On ne le voit pas, mais il est partout. Et ce récit repose sur 2 piliers. L'argent et le divertissement. Commençons donc par le premier, gagner de l'argent.
ou gagner sa vie. Aujourd'hui, pour fonctionner dans notre société, nous, citoyens occidentaux, devons disposer de suffisamment d'argent, parce que ça nous garantit l'accès aux biens et services dont nous avons besoin. Dès l'enfance, on commence donc à nous conditionner. On nous baigne dans l'idée qu'il faut bien travailler à l'école, pour pouvoir ensuite gagner de l'argent. Cet argent qui fera de nous des consommateurs, nous donnant accès à toutes sortes d'objets, comme par exemple aux fringues qui nous rendront plus beaux, aux voitures qui nous rendront plus forts. Cet argent qui permettra surtout de faire marcher le commerce, d'assurer la croissance et de donner toujours plus de pouvoir à un tout petit nombre de personnes. Cette dépendance à l'argent est devenue si forte dans notre société que dès qu'on a besoin de quelque chose, eau, nourriture, service, on doit l'acheter. Alors c'est vrai, quoi, quand on est jeune, on pourrait se dire « Écoutez, moi plus tard, je vais faire un métier qui fait de la thune, puis mes rêves, tant pis, hein. » Le problème, c'est que du coup, beaucoup de gens se retrouvent à faire un métier qu'ils n'aiment pas. Combien considèrent leur travail comme une corvée, comme un passage obligé, pour toucher un tout petit salaire à la fin du mois? Alors, pour se redonner du courage, ils profiteront de ce que la société de consommation a à leur offrir. Jeux, objets, voyages, écrans, et ne se rendront pas compte qu'ils sont le carburant du système économique actuel. Le deuxième pilier, c'est celui du divertissement. Eh oui, tout ça c'est tellement absurde qu'il faut bien qu'on pense à autre chose. J'ai eu la chance de grandir avec des parents qui ont veillé à ce que mes deux petits frères, ma grande sœur et moi, ne passions pas trop de temps sur nos écrans. Mais dans beaucoup de familles, ça n'est pas le cas, malheureusement. À tel point que les médecins nous alertent. Attention, votre enfant est en train de devenir un crétin digital. À votre avis, combien de temps un adolescent passe-t-il sur son écran par jour ? 6,7 heures, soit 102 jours sur 365, presque un tiers de son temps de vie. Les grandes compagnies voient dans notre intention une ressource inestimable qu'il faut à tout prix capter et monétiser. Que voulez-vous faire face aux ingénieurs de la Silicon Valley qui travaillent d'arrache-pied pour mettre en place des stratégies qui nous donneront toujours plus envie d'être sur nos écrans? Netflix, Facebook, TikTok. Ils font des études sur le fonctionnement de notre cerveau, exploitent nos données. À tout moment, une notification peut apparaître. Sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Écoutez ce doux bruit de la notification qui déclenche en nous la ségrégation de dopamine et nous donne envie de replonger dans nos écrans. Mais comment résister à cette envie d'avoir des milliers de likes, des millions de followers, des centaines de flammes sur Snapchat pour pouvoir enfin dire « 758 flammes ensemble, toi t'es un vrai pote !» Le problème, c'est justement quand cette vie virtuelle prend le dessus sur notre vie réelle. La conversation familiale devient trop ennuyante. Le cours du prof ne t'intéresse pas. La solution est dans ta poche. Alors c'est sûr que si tu débarques et que t'es là, « Ouais, le réchauffement climatique, la déforestation, faut se bouger !» Il y en a, ils vont te regarder, ils vont être là, « Mais de quoi tu me parles ? Moi, la nature, je la vois dans GTA et elle se porte très bien. » Et alors t'imagines, si tu débarques en mode « Salut les geeks, ça vous dirait de participer à des débats pour être acteur du bon fonctionnement de la société ?» La plupart vont te dire « Mais trop la flemme en fait. » T'imagines, on va devoir se retrouver en face de vraies personnes, à parler pendant des heures parce qu'elles auront pas le même point de vue que nous. Alors que moi, tu vois, gros, je suis sur mon téléphone, j'ai lâché un petit émoticône qui rage, et la révolution, je la fais dans les commentaires Facebook.
La fiction sur laquelle repose notre système est tellement puissante et elle est faite de telle sorte que ce sont les plus démunis qui en souffrent le plus. Pourtant, quand on exerce un œil critique sur ces deux piliers, on se rend compte qu'ils ne sont pas mauvais en soi. L'argent, ça permet de faire des échanges. Internet, ça permet de faire des tas de choses incroyables. Mais à partir du moment où l'argent, l'Internet, les lois sont sous le contrôle d'une minorité de personnes qui cherchent à maximiser toujours plus les profits sur un mode de croissance économique infini, alors on peut craindre pour notre écosystème et notre liberté. Mais alors, comment convaincre les gens d'agir ? Nous avons vu que pour agir, il nous faut de l'émotion. Nous avons besoin d'avoir nos propres rêves, notre propre imagination. Et surtout, de retrouver ce qui nous motive vraiment dans la vie, le sens qu'on veut lui donner. Pour la plupart d'entre nous, notre vraie motivation, ce n'est pas la cupidité, ce n'est pas la vanité, c'est l'amour. L'amour de nos proches, l'amour de notre île, de notre montagne, l'amour de cette planète. C'est ça notre vraie richesse, et ça n'a pas de prix. Tout ça, on le sait, mais quelque part, c'est au fond de nous, refoulé, étouffé, et ça nous rend malheureux. Et c'est là que le changement peut commencer. Il faut arrêter de faire ce qui nous rend tristes, ce qui nous éloigne de ce qu'on est vraiment, et consacrer du temps à ce qui compte vraiment pour nous, ce qu'on aime vraiment. Alors c'est peut-être pas grand-chose, ça va peut-être pas changer le monde du jour au lendemain. En fait, beaucoup de gens ne franchissent pas le pas de l'action parce qu'ils se disent « De toute façon, à moi tout seul, je changerai pas le monde, donc un de plus, un de moins. » C'est pas le monde qu'il faut changer. C'est nous et nos façons de vivre. Et c'est ça qui changera le monde après. Attention cependant, car faire des petites actions, ça ne veut pas dire se contenter de petites ambitions. Se dire, écoutez les gars, moi je fais le tri dans ma poubelle, ce n'est pas faire sa part de colibri. C'est se donner bonne conscience. Comment faire sa part ? Je pense qu'il y a 3 niveaux où on peut agir. Déjà bien sûr au niveau politique, à travers nos bulletins de vote, en soutenant les candidats qui s'engagent vraiment pour changer les choses. Ensuite bien sûr au niveau associatif. Ça, c'est le 2e niveau. À titre d'exemple, je suis engagée dans l'association de Sea Cleaners. Cette association a pour but premier de construire le Manta, un bateau géant nettoyeur d'océan, qui fonctionnera en grande partie aux énergies renouvelables et qui possédera un système de tri à bord. Ce que j'adore dans cette association, c'est qu'elle porte des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Les gens sont super sympas. Ensemble, on fait des ramassages de déchets, de la sensibilisation. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils essaient de convertir les grandes entreprises à des politiques plus écologiques en travaillant avec eux. Et je pense que c'est important. Parce que si on ne fait pas en sorte que les lobbies changent, on aura beau agir, ça risque de ne pas être suffisant. Enfin, le 3e niveau, c'est celui de la famille. Je pense que tout d'abord, nous devons commencer par nous remettre à consommer local. Nous ne sommes pas obligés d'acheter des tomates en plein hiver ou d'acheter des produits venant tout droit du Venezuela. La pollution que cela engendre est considérable. On pourrait consommer autrement. Et si on commençait par réduire nos déchets à la maison ? On pourrait refaire le marché le matin, retrouver le plaisir de faire ses courses. Au marché, on peut trouver de très bons produits bio et locaux pour pas cher. On pourrait goûter au plaisir de se dire « Je sais que ce qu'il y a dans mon assiette est sain ». Au final, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses qui peuvent nous procurer du bonheur sans forcément que ça se paye par une dégradation de l'environnement.
J'espère vous avoir éclairé un petit peu, pour ceux qui n'étaient pas trop branchés sur le sujet. D'une manière générale, j'espère vous avoir offert des pistes de réflexion, de bonnes réflexions, que vous pourrez poursuivre individuellement ou collectivement. Enfin, j'espère vous avoir donné envie d'agir, individuellement et collectivement, car l'un ne va pas sans l'autre. Et qu'il n'y a pas plus grande fierté que celle de redonner un sens à sa vie. Ceux qui ne veulent rien faire trouveront toujours des excuses. Mais ceux qui veulent agir trouveront toujours des moyens. Vous êtes libres de votre choix. Nous, êtres vivants, sommes de passage. Mais notre pays reste. Notre terre reste. Alors posons-nous la question. Que voulons-nous laisser ou ne pas laisser de notre passage sur terre ?